Bien, je remercie mes hôtes de m'obliger à revenir sur le passé. Je suis très honorée d'être invitée par la bibliothèque de Cambridge, connue pour la richesse de ses fonds sur la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose ce plan que je suivrai pour revenir à l'histoire ancienne. Cette histoire n'est pas neutre, elle s'inscrit dans un contexte précis, un contexte général, mais aussi un contexte personnel. Cela tient à la constatation plus qu'à la satisfaction. Ce que je vais vous dire, c'est que depuis que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 1984, les témoins ont presque tous disparu, sauf Soulages, et des textes, des ouvrages et des expositions ont considérablement renouvelé la recherche au diapason des intérêts qui changent et des mentalités qui varient. Ces variations, elles montrent que l'histoire est bien une science sociale profondément humaine, et que, au fond, des chercheurs et des chercheuses se trouvent derrière la recherche, qu'il y a toujours, au fond, derrière une recherche, des êtres humains. Je vais essayer de montrer en quoi l'histoire doit composer avec nos sensibilités, avec nos mentalités, mais aussi avec notre façon de considérer les sources. S'agissant de la période concernée, ces sources furent longtemps divulguées parcimonieusement par dérogation. Il était très difficile de les obtenir. C'est que cette période de la Seconde Guerre mondiale était considérée comme très sensible et mon premier livre, qui fut publié en 1986 dans la foulée de ma thèse de doctorat, aurait pu donner lieu à cette époque à une exposition des œuvres et des documents, mais cette exposition n'a été rendue possible qu'en 2012, c'est-à-dire 26 ans après la soutenance de ma thèse de doctorat. Euh, du coup, disons, nous avons pu faire connaître ce que Roland Barthes appelait ce cauchemar sinistre et glacé, dans un premier temps, en tout cas uniquement par les textes. En matière d'atmosphère de la politique, je n'ai jamais trouvé d'expression plus juste que cette expression de Roland Barthes, qui nous l'a offerte en 1975 dans sa préface à l'essai lexicographique de Gérard Miller sur l'univers pétainiste. Donc, deuxièmement, la part visible de cette histoire. Comme les historiens généralistes, j'ai d'abord étudié les sources qui étaient les plus visibles, ce que montraient les structures, les lois, les textes, les œuvres les plus exposées et les plus disponibles à première vue, disons. Il s'agissait de comprendre toutes les modalités de la vie artistique en fonction d'une situation historique marquée par la double mise au pas du monde de l'art comme du reste, par les autorités nazies d'un côté et par le régime de Vichy de l'autre. Ces autorités, elles étaient non dénuées de contradictions et de tensions internes. Ce qui est sûr, c'est que ces autorités ont imposé des pratiques d'exception qui rompaient avec la période précédente. Pour faire état de la situation générale, je dois prendre évidemment des raccourcis. Disons que dans le couple pervers né de la défaite française, la répartition est annoncée dès le 9 juillet 1940 par le ministère de la propagande nazie dans ces termes. L'Allemagne ne conclut pas avec la France une paix chevaleresque. L'Allemagne ne considère pas la France comme une alliée, mais comme un État avec lequel les comptes seront réglés lors du traité de paix. À l'avenir, la France jouera en Europe le rôle d'une Suisse agrandie et deviendra un pays de tourisme pouvant éventuellement assumer certaines productions dans le domaine de la mode. Toute forme de gouvernement paraissant propre à restaurer les forces de la France se heurtera à l'opposition de l'Allemagne. En Europe, seule l'Allemagne commande. Côté français,
Les pratiques d'exception relèvent d'un nouvel État dirigé par le maréchal Pétain au plein pouvoir depuis le 10 juillet 1940, après qu'il ait renoncé à poursuivre la guerre en accusant bientôt le régime républicain de la défaite française. Et voilà le buste du maréchal Pétain, qui incarnait au passé la victoire après la Grande Guerre de 1914-1918. Ce buste va remplacer celui de la Marianne républicaine dans tous les lieux publics. Et d'entrée de jeu, on prend conscience que l'idéologie passe par des symboles, par des formes visuelles, par des images, images qui ont forcément un impact encore plus direct que les textes. L'art au service du régime jouera sur tous les tableaux, à la fois archaïque mais aussi moderne, dans le sens de la série, de la reproduction et de la technique moderne. Et oui, il y a eu incontestablement des signes de modernité à Vichy. Même si la façade de Vichy est majoritairement une révolution du revolveré, c'est-à-dire du retour en arrière, d'une révolution rétrograde, en images, cela se traduit par le culte du chef, avec son portrait qui est reproduit à l'infini. On peut parler d'une icône, avec la mise disons en avant de ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire le retour à la terre, le culte de la famille et le culte de la nation. Alors si les formes utilisées ne sont pas homogènes, comme vous le voyez ici, elles sont faites pour satisfaire tous les goûts, ou presque tous les goûts, pour toucher le maximum de public. Au moins 3 registres d'ailleurs peuvent être, disons, instrumentalisés en la matière. Le premier registre, ce sont des formes archaïques, comme vous le voyez, des formes candides, folkloristes, comme dans l'imagerie du maréchal qui est fabriquée par un artiste qui s'appelle Gérard Ambrozelli. Une imagerie qui rassure et que l'on peut acheter dans une boutique qui lui est consacrée à Vichy. Le deuxième registre, ce sont des formes classiques, disons, ou académiques, comme avec François Cogniet, qui produit un buste du maréchal, rajeuni bien sûr, pour remplacer la Marianne républicaine. Et puis le troisième registre, c'est, disons, des formes modernes raisonnables, avec des objets décoratifs et des francisques, stylisés par un artiste qui s'appelle Robert Lallemand, le beau-frère du médecin du maréchal Pétain, le docteur Ménétrel. Et l'Allemand sera chargé de mettre au pied le service artistique du maréchal. Il faudrait ajouter à ces 3 registres officiels la propagande par le bas, disons. Dès Noël 1940, à la demande du gouvernement, des centaines de milliers de dessins d'enfants arrivent à Vichy pour y être exposés. De même que seront distribuées dès 1941 des récompenses pour les élèves qui se sont distingués dans la vente du portrait du maréchal. Récompenses, par exemple, en kilos de dattes. Vichy donc devient une formidable machine de propagande à produire des images au service de l'État. Les moyens, eux, sont modernes et s'inspirent des modèles déjà mis en place par la réclame commerciale aux États-Unis ou par la propagande politique en URSS. Formellement, nous voyons un phénomène de schématisation, de répétition, de séries de messages, de formes verticales, évidemment, et édifiantes. Idéologiquement, domine l'anti-républicanisme et la devise républicaine fait place à la devise maréchaliste, travail, famille, patrie. Révolution nationale, contrition, autoritarisme, antisémitisme, xénophobie, anticommunisme, antimaçonnisme. Le nouveau régime affiche très vite sa collaboration avec le régime nazi et à bien des égards ses convergences avec une forme de caporalisme dont les ingrédients demeurent singulièrement français. Les conséquences sur le monde de l'art sont innombrables. Et la conséquence la plus évidente réside dans la modification de la population des acteurs qui forment le monde de l'art, les artistes, les enseignants et les enseignantes, les critiques, les conservateurs de musées, les collectionneurs, les marchands d'art. Acteurs qui se retrouvent, disons, accusés d'être des coupables imaginaires, bien sûr, de la supposée décadence de la France, donc exclus de la société française par les lois, les décrets et la propagande du régime de Vichy, étrangers, juifs, communistes, francs-maçons. Autrement dit, un nombre substantiel d'acteurs et d'actrices sont obligés à s'exiler,
à s'exiler à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays quand ils ne sont pas arrêtés, emprisonnés, quand ils ne sont pas déportés. Le paysage va être radicalement modifié dans un monde de l'art où ces acteurs et ces actrices jouent un rôle important en temps normal, en particulier aux avant-gardes de la vie artistique. Je vous rappelle que dans la foulée de l'antisémitisme qui se déployait depuis les années 1920, sans attendre les directives nazies, le gouvernement du maréchal Pétain impose un statut des Juifs le 3 octobre 1940. Le 4 octobre 1940, une loi sur les ressortissants étrangers de race juive les rend passibles d'internement dans les camps. Un second statut des Juifs, le 2 juin 1941, aggrave le premier et Vichy procède à 15 000 dénaturalisations. C'est dans ce climat délétère d'exclusion des Juifs de la vie française à tous ses niveaux que Vichy fournira son aide logistique à l'occupant nazi pour les déporter. Une politique à laquelle la propagande habitue les populations. Ici, vous voyez l'affiche de René Perron pour l'exposition Le Juif et la France, placée sous l'égide de l'Institut des questions juives, et nous voyons ici évidemment formellement, je dirais par l'image, l'accointance, la complicité entre l'antisémitisme et le maréchal Pétain et le régime de Vichy. La politique nazie ne vient donc qu'accompagner le processus de mise au ban par l'État français des Juifs, mais aussi des communistes et des francs-maçons. Le monde artistique comme les autres en est donc profondément modifié, à la fois dans sa composition et dans son atmosphère. J'entre directement maintenant dans le vif de la question qui me semble la plus intéressante, c'est-à-dire la nature de cette période en art dont on dit souvent qu'elle relève de la continuité ou de la rupture. Je dirais précisément que, avant de vous proposer une troisième catégorie, je note que nous ne sommes pas là comme ailleurs dans la pure objectivité, mais dans le choix de critères d'évaluation d'une situation donnée. Si nous considérons avant tout, comme j'ai commencé à le faire, la population et les acteurs et les actrices qui forment le monde de l'art, nous allons forcément considérer que la rupture est la plus importante, que la rupture est majeure et que pèse considérablement l'absence d'un certain nombre de protagonistes parmi lesquels les plus importants. Si je m'en tiens aux seuls artistes qui sont exclus ou qui sont reclus dans leurs ateliers ou qui sont exilés ou qui sont envoyés dans les camps, vous voyez cette liste impressionnante d'artistes très importants qui sont exclus littéralement de la vie artistique française pendant cette période. La liste, elle est en réalité beaucoup plus longue, évidemment, avec des artistes peut-être un peu moins connus. Mais ces exclusions, si vous voulez, entraînent un véritable gâchis en termes humains et aussi un gâchis en termes d'œuvres, bien sûr, de richesse de la vie artistique, car les œuvres, nous le verrons, continuent de se produire, mais disons dans le off de l'histoire, c'est-à-dire dans le secret de l'histoire. Tous ces acteurs, ces actrices exilés pratiquent un art, disons, moderne, assez radical, dans ses formes ou ses sujets pour être à l'époque condamnés, et aujourd'hui évidemment consacrés. Autrement dit, dans le vocabulaire de l'époque, des formes artistiques différentes, voire déviantes, voire décadentes, dites décadentes, s'opposent, disons, dans leur conception et dans leur respect des canons, disons, dans leur non-respect justement des canons. Ils s'opposent donc à tout ce que propulse et ce que défend le régime de Vichy, c'est-à-dire l'art classique ou académique. Cet art classique et académique reprend incontestablement des places, si vous voulez, des points, gagne des points, regagne des points qui étaient perdus, disons, depuis la fin du XIXe siècle. Pas seulement en vertu de la censure présumée des autorités nazies. Alors, en effet, il y a une censure nazie, à Paris en particulier, où se concentre quand même le plus de la vie artistique, le maximum de vie artistique. La Propagandenstaffel installée sur les Champs-Élysées contrôle les expositions en refusant que soient exposés les artistes juifs, communistes et francs-maçons. Cette censure s'exerce, disons, que dans une certaine mesure,
puisque Hitler a décidé de laisser les Français se débrouiller entre eux, en reportant la véritable épuration des formes à la victoire finale en Europe. Mais plus efficace encore que la censure, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en étudiant cette période, c'est l'autocensure. Elle s'est mise en place au plus vite, disons, sans que les Allemands n'aient même à s'en mêler. Les Français, finalement, ont fait le travail d'une certaine manière. Le gros du travail, il a été fait par les Français et pas par les Allemands. En effet, les institutions de Vichy, la presse, les galeries, les musées ont fait tout un travail de condamnation et d'épuration qui a abouti à un paysage complètement tronqué de la réalité artistique telle qu'elle existait avant la défaite et telle qu'elle existe encore, mais en exil ou dans la clandestinité, j'y reviendrai. Ce que l'on voit désormais, si vous voulez, à Paris en particulier, ce sont ces artistes, Joffre, Mayol ou Despiau. On voit beaucoup leurs œuvres dans les salons et les galeries. Puis en peinture, Derain, du Noyer de Segonzac, ou Vlaminck, qui est revenu de sa période moderne, fauve, qui dénonce Picasso dans la presse en l'accusant d'avoir entraîné l'art français vers la décadence. Pour les moins connus, disons, c'est des artistes prolifères, qui se prêtent aux consignes officielles du retour au métier, d'une part, à l'artisanat, d'autre part, aux figures historiques et aux figures dites humaines. C'est un paradoxe de l'époque, si vous voulez, de figurer et d'appeler à figurer au moment même où l'on passe le plus de lois et de textes et d'images de propagande qui visent précisément à la destruction humaine. À présent, si l'on prend l'histoire autrement, par les structures et les institutions, nous arriverons peut-être davantage à la conclusion que les continuités semblaient assurées. Avec quels indicateurs? Avec l'indicateur de l'administration, des musées, des manufactures, des écoles d'art, des salons, des expositions, des salles de vente. Tout cela, disons, fonctionne ou refonctionne très rapidement, disons, à la demande même des nazis, d'ailleurs, qui n'ont pas supporté longtemps l'anomie parisienne juste après le début de l'occupation. Alors évidemment, il y a un certain nombre de lois qui sont édictées, mais je dirais que ces lois, elles auraient pu l'être avant ou après le gouvernement de Vichy. Tout ce qui relève au fond de la défense du patrimoine, en sachant que la modernisation des institutions avait largement commencé dans les années 1930, mais je pense peut-être aussi à la loi du 23 juin 1941 sur les exportations d'œuvres d'art, la loi également du mois d'août 1941 qui donne un statut, par exemple, aux conservateurs. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, disons, s'inscrit dans une forme de continuité, on va dire, avec la défense du patrimoine et l'extension du domaine de l'administration des beaux-arts en France. Mais là encore, ce dispositif ne peut pas être analysé hors sol et hors contexte. C'est un contexte exceptionnel en matière d'idéologie caporaliste, rétrograde, et en matière de mise au ban de la société de toute une partie de la population artistique. Ce qui se comprend d'autant mieux dans le projet de corporation qui est proposé par Louis Hautecoeur, qui est le fidèle homme du maréchal Pétain, et qui sera repris en 1944, plus habilement d'ailleurs, par Georges Hilaire, qui est un ancien responsable de la police, imposé par Pierre Laval aux Beaux-Arts à partir de mars 1944. Là encore, si vous voulez, la mise au pas, disons, de la culture et des acteurs, disons, et des formes est véritablement patent. À tel point que même un artiste bien connu, Maurice Denis, vieux royaliste, donc d'extrême droite, refuse d'être le président de la Corporation des arts graphiques et plastiques, qu'il juge contraire au régime de liberté qui préside à la vie artistique en France. Toujours en matière de continuité, au moins apparente, si vous voulez, le Musée national d'art moderne ouvre ses portes en août 1942, c'est-à-dire en pleine occupation. Bien, il ouvre, mais en présence des autorités de Vichy et expurgé de tout un pan de l'art moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun étranger, aucun juif, aucun communiste, aucun surréaliste.
Drôle de continuité, évidemment, dans ces conditions, d'autant que Jean Cassou, qui devait diriger le musée, en est écarté par Louis Hautecoeur en raison de ses sympathies pour l'Espagne républicaine et le Front populaire. De même, l'Orangerie des Tuileries, en tant que structure, ouvre aussi ses portes, mais la plus grosse exposition qui s'y tient, imposée par les occupants, c'est l'exposition Arnaud Breker, le sculpteur préféré de Hitler. Là, vous avez le tout Paris mondain qui se presse à cette exposition, l'administration aussi, l'administration française, bien sûr. Beaucoup de monde va voir, y compris d'ailleurs parfois des détracteurs, et tout le monde doit renverser la tête en arrière pour regarder ces modèles qui sont recyclés de l'Antiquité gréco-romaine, auxquels Breker rajoute le nombre suffisant de centimètres nécessaires, disons, à la figuration de ce qu'on pourrait appeler ces surhommes ou ces surfemelles, hein. C'est-à-dire véritablement, vous le voyez, la dimension évidemment de ces sculptures par rapport à ces personnes, disons, sont faites littéralement pour imposer une certaine vision du monde. Dans le comité Arnaud Breker, nous retrouvons les artistes académiques ou qui ont renié l'art moderne, qui ont accepté l'année précédente, en 1941, de partir en Allemagne, où ils ont, parmi d'autres, visité justement l'atelier du sculpteur, où travaillaient d'ailleurs des prisonniers français. Et là encore, voyager en Allemagne, si vous voulez, peut être compris comme un simple voyage d'études, hein. Bon, il y en a beaucoup des voyages d'études d'artistes, bien sûr, à l'étranger, sauf que le contexte est tel qu'il s'agit d'une véritable opération de propagande qui aura des conséquences réelles sur l'atmosphère de la politique dans le monde de l'art. Certes, la vie artistique donc a continué, et l'on voit même de façon très sporadique, très minoritaire, des œuvres, disons, d'une modernité raisonnable. Disons, par exemple, à la Nouvelle Galerie de France en 1943, celle des jeunes peintres de tradition française, hein, avec Bazaine, Lemoyle, Manessier, Giscard et Pignon. Ils ont frayé avec Jeune France l'organisme placé sous l'égide du maréchal qui est dissous après 17 mois. Ces jeunes peintres croiront résister à leur façon, en préférant finalement Matisse et Picasso, l'art roman, la couleur fauve, qui les conduiront, pour une partie d'entre eux au moins, vers l'abstraction. Hein, l'abstraction qui est interdite, je vous le rappelle, selon les codes de ce qu'a imposé la politique nazie en matière d'art, en particulier d'art dit dégénéré. Certes, on peut voir de façon très minoritaire des œuvres comme celle-là de ce résistant communiste André Fougeron, qui dénonce la situation dans une scène misérabiliste au Salon d'automne de 1943, mais l'ensemble du paysage, il faut savoir qu'il est évidemment beaucoup plus morne que tout ça, est dominé par un art de convention, où même la modernité, disons, n'est que tolérée dans un paysage qui est largement sinistré par la censure et encore une fois par l'autocensure. C'est la raison pour laquelle j'ai pour ma part forgé une expression pour essayer de dire justement que la continuité n'était pas une vraie continuité. J'ai forgé l'expression de fausse continuité parce que le contexte, disons, ayant changé de façon tellement radicale, que je trouve inepte, impossible de parler de continuité. Et comme je suis une historienne plutôt fonctionnaliste, disons, comme les œuvres d'art, je pense les lois, les structures, les pratiques comme intelligibles uniquement en vertu d'un contexte. Donc, troisièmement, dans le off de l'histoire, cette notion de fausse continuité, je n'ai jamais mieux confirmé que lors de l'exposition que nous avons organisée avec Jacqueline Munk au Musée d'Art moderne de la ville de Paris en 2012. J'en ai mesuré la justesse en découvrant l'énorme production artistique qui était restée dans le off de l'histoire. J'avais longtemps étudié l'impact des nouveaux pouvoirs sur les différents acteurs et actrices du monde de l'art dans leur collaboration ou, disons, dans leur accommodement, avec l'occupant nazi d'une part et avec le régime de Vichy. Mais dès l'origine, si vous voulez, j'avais postulé une certaine marge de manœuvre des acteurs et des actrices du monde de l'art qui n'ont pas fait que collaborer ou s'accommoder. Mais il a fallu beaucoup de temps pour en saisir l'ampleur, disons. Et si j'avais dès l'origine aussi identifié des phénomènes sporadiques de résistance artistique, de contournement ou de détournement des consignes officielles, en déplaçant radicalement la focale pour l'exposition de 2012, nous avons cette fois saisi
l'ampleur du phénomène de cette production restée complètement dans l'ombre de l'histoire. Ça a donné donc cette exposition qui a circulé ensuite à Bilbao, au Guggenheim de Bilbao, L'art en guerre, donc France 1938-1947. À l'intérieur donc de cette période, il y avait évidemment la guerre. Toute cette part maudite, disons, en son temps, a ressurgi à partir de la Libération comme en boomerang. Et entre parenthèses, c'est ce que le monde de l'art retient aujourd'hui comme évidemment le plus intéressant en termes d'indicateurs économiques comme dans le reste, disons, pour le reste, et à l'inverse d'ailleurs de tout ce dont on parlait le plus à l'époque, c'est-à-dire que tous les artistes, si vous voulez, qui étaient en vue à l'époque, aujourd'hui, on les a complètement oubliés, alors que les artistes dont on ne parlait plus, parce qu'on ne pouvait plus en parler, en fait, évidemment, ce sont les artistes dont on parle aujourd'hui. Toute cette part, disons, émergée, a valu la peine, disons, de rouvrir le laboratoire de recherche au musée même. Et nos questionnements avaient changé, évidemment, en 2012 par rapport à 1900, aux années 80, disons. Nos questionnements, nos questions, nos problématiques avaient changé, puisque nos mentalités avaient changé, puisque l'on avait envie de savoir des choses neuves sur cette histoire, non plus sur la collaboration et l'art officiel sous le nazisme et sous Vichy, non plus tout ce qui formait la part émergée de cette période, mais son envers, en quelque sorte, hein, véritablement son envers. Toute cette part, disons, était très importante en nombre et en qualité. C'est la même liste que je vous représente aujourd'hui. Tout ce qui était resté censuré, caché dans les refuges, dans l'intimité des ateliers, dans les prisons, dans les camps d'internement, dans les asiles psychiatriques. Tout ce qui s'est fabriqué en période aussi de pénurie, de liberté, de matériaux, avec des moyens forcément différents et nouveaux. Vous le voyez ici, hein, on se servait de bouts de ficelle, c'est le cas de le dire, pauvres moyens, du sable aussi, des cordes, de la cire, du papier, du tissu, etc. Tout ce qu'on pouvait trouver, disons, récupérer, recycler. Et ce sont les œuvres qui nous ont raconté tout cela, qui nous ont permis de tirer, disons, un nouveau fil de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court. Car bien évidemment, ce n'est pas seulement l'histoire de l'art qui fait les œuvres, mais ce sont aussi les œuvres qui font l'histoire et l'histoire de l'art, et en particulier tout ce qui va constituer, disons, le monde de l'après-guerre, et qui était déjà en germe pendant la guerre, mais qui ne pouvait plus se montrer parce que accusé de judéo-bolchevisme, de maçonnerie, de communisme, etc. Nous avons pu reconstituer, par exemple, une partie du travail de Picasso qui était devenu le symbole non seulement de la modernité, mais véritablement de son incarnation, disons, l'homme à abattre, qui est interdit d'exposition, mais qui redouble de liberté et d'énergie pour combattre l'atmosphère de ces années sombres. Nous avons découvert et fait découvrir de nombreuses œuvres et approfondi de nombreux problèmes, disons, liés aux œuvres. Nous avons par exemple découvert nous-mêmes cette œuvre de Joseph Steib, qui était employé des eaux à Mulhouse, qui peint dans sa cuisine des portraits à charge de Hitler. Nous avons pu montrer aussi le rôle des femmes artistes, celle de Myriam Salomon, passée en France et morte à Auschwitz, celle de Myriam Levy, une artiste dont il ne reste sur la terre, je dirais, que cette petite carte à jouer dérisoire qui est passée par la collection André Breton, sans doute après que son auteur ne soit exterminé avant plutôt que son auteur ne soit exterminé dans un camp de la mort nazi. Cette carte à jouer, d'ailleurs, est restée une énigme, mais en dit long sur la fonction des images dans nos sociétés. On ne sait rien de cette femme qui est morte à Auschwitz. Il ne reste plus rien d'elle que cette carte à jouer. Nous avons également pu montrer, grâce à des archives inédites, le rôle de résistante de la galeriste Jeanne Bucher, qui défendait les artistes modernes. Nous avons pu montrer, au fond, ce que Michel de Certeau avance dans ses textes, que l'on ne réduit pas si facilement que cela à néant l'expression humaine et les résistances au cadre, aussi contraignant soit ce cadre. Et Dieu sait s'il était contraignant. Autrement dit, nous avons pu approfondir la réflexion sur la fonction aussi de catharsis, disons, dans les périodes de crise, la fonction de catharsis de l'art pendant les périodes de crise profonde. En guise d'épilogue, je dirais que la recherche s'est faite en plusieurs temps et en lien avec les questions que l'on se posait.
au moins en deux temps. À partir des sources les plus évidentes dans les années 1980-1990, on s'est intéressé premièrement à l'art de la défaite et de la collaboration, puis deuxièmement, à partir des années 2000-2010, à l'art en guerre et en résistance à partir de nouvelles sources. Et qui sait d'ailleurs si la caméra restera encore à la même place. Au début de l'année 2016, seulement 2016, j'ai travaillé pour un colloque sur le rôle des femmes dans le monde de l'art et j'ai retrouvé encore bien des éléments intéressants qui n'avaient pas pu être montrés lors de notre exposition en 2012, lors de l'exposition donc au Musée d'Art moderne de la ville de Paris et au Guggenheim de Bilbao. Il y a un certain nombre de recherches en ce moment sur le marché de l'art, en particulier menées par Emmanuel Pollack, Ophélie Jouan, etc. Et j'ai eu le plus grand mal, évidemment, à accéder aux sources quand j'ai fait ma thèse, à accéder aux sources du marché de l'art, qui, comme vous le savez, sont déjà opaques en temps normal, donc elles le sont encore plus, je dirais, dans ces périodes de crise. Ça s'était transformé, ce marché de l'art, en zone véritablement très mystérieuse et seulement accessible par l'histoire orale. J'ai fait beaucoup d'entretiens oraux, bien sûr. Or, par définition, l'histoire orale, c'est formidable. C'est comme des pistes, si vous voulez, mais ça n'est pas complètement fiable. Il faut le recouper aussi avec des vérités textuelles et autres. Et disons que ça ne peut pas être l'unique source pour une historienne pour avancer des choses. Et à l'époque, je n'aurais pas pu imaginer que, par exemple, une historienne comme Emmanuel Pollack soit nommée pour une mission importante, une mission de recherche sur les spoliations au Grand Musée, donc dans un grand musée parisien, en particulier, donc en l'occurrence plutôt le musée du Louvre. C'est évidemment le fait du courage aussi d'un président, Jean-Luc Martinez. C'est aussi que les temps ont changé et que les choses d'hier, qui étaient impossibles, sont devenues possibles et paraissent non seulement nécessaires, mais comme des évidences. Cela renvoie à ce que Michel Foucault, le philosophe, nomme des ruptures d'évidence. Quant à la visée d'excellence, c'est le président justement du Louvre qui le dit, il n'y a jamais de risque à regarder la vérité en face. C'est tellement vrai, mais encore faut-il en avoir le courage, d'une part tout en ayant conscience des choses, et d'autre part que cette vérité présente aussi toutes sortes de facettes qui changent au cours du temps. Voilà de quoi nourrir notre discussion et vos questions, je l'espère. Je suis évidemment à présent très ouverte à vos remarques et je vous remercie de votre attention.